Bonjour et bienvenue à cette capsule vidéo dont l'objectif est d'outiller le paramédic pour qu'il puisse résoudre de manière efficiente les problématiques qu'il pourrait rencontrer lors de l'utilisation du iGel. Pour atteindre cet objectif, nous ferons d'abord un rappel de certains concepts de la capnographie que le TAP doit maîtriser. Ensuite, nous verrons les éléments de prévention de problématiques auxquels le paramédic devra être attentif lors de la préparation, de l'insertion et de la validation du positionnement du iGel. Ensuite, nous pourrons adresser les différentes problématiques que l'intervenant pourra rencontrer. Nous parlerons de leur cause, de leur objectivation et de leur résolution. Finalement, en dernier point, nous contextualiserons la résolution de ces problématiques à la réalité de nos interventions. Rappelons d'abord que pour obtenir une valeur de CO2 lors de l'utilisation d'un capnographe, trois éléments doivent être combinés: la perfusion, la ventilation et le métabolisme. La réalité de nos interventions et les critères d'inclusion de nos protocoles de réanimation nous permettent d'affirmer qu'un métabolisme est existant chez nos patients qui nécessitent un support des fonctions vitales, et ce, qu'il s'agisse d'un patient en ACR ou d'un patient hypoventilé. Concernant la perfusion, il est nécessaire que la circulation sanguine soit suffisamment efficace pour transporter le CO2 produit par les tissus jusqu'aux poumons. La perfusion peut être induite par les battements cardiaques chez le patient ayant un pouls ou par les compressions thoraciques chez le patient en ACR. De son côté, la ventilation permet au CO2, transporté dans les capillaires pulmonaires par la circulation sanguine, de franchir la membrane pulmonaire jusqu'aux alvéoles et d'être ensuite expiré. Ces trois éléments, métabolisme, perfusion et ventilation, doivent être présents et combinés, sans quoi il y aura une absence de CO2 ou une valeur anormale de CO2. Rendons cela un peu plus concret. Actuellement, dans notre pratique, le capnographe, aussi appelé ETCO2, est utilisé uniquement sur un dispositif d'intubation, notamment le iGel. Donc, son utilisation se limite aux ACR et aux hypoventilations. Le TCO2, soit le capteur au bout de la tubulure Filterline, sera placé au début du montage ventilatoire, donc en fin de parcours expiratoire. Il faut se rappeler ici que la courbe de TCO2 est une courbe expiratoire et s'affichera ainsi sur le ZOL série X. Il faut savoir que toutes les situations où une absence de courbe ou une valeur anormale sera objectivée par le paramédic s'expliquera soit par un problème de perfusion, de ventilation ou encore un problème d'équipement. Par exemple, chez un patient hypoventilé, la perte de la courbe de TCO2 en cours d'intervention peut être due à un ACR, donc la perte de perfusion. Elle pourrait également être due à un arrêt des ventilations, par exemple lors de l'évacuation. Mais elle pourrait également être causée par un problème d'équipement comme un délogement du iGel entraînant une fuite au niveau de son bourrelet souple. À retenir, un problème de perfusion, de ventilation ou d'équipement affectera la courbe de TCO2 ou causera son absence. Cela est vrai tant en cours d'intervention que lors de la validation du positionnement du dispositif d'intubation. Comme vous le savez, la prévention est souvent la meilleure solution. Revoyons ensemble certains éléments auxquels le paramédic devra être attentif pour diminuer le risque de problématiques lors d'une intervention auprès d'un patient nécessitant l'utilisation d'un dispositif supraglottique iGel. Lors de la préparation du matériel d'intubation, le paramédic doit s'assurer de connecter adéquatement l'embout orange de la tubulure du capnographe, la tubulure Filterline, au ZOL série X. L'embout orange doit être vissé suffisamment pour qu'une résistance se fasse sentir. Cela permettra d'éviter des fuites d'air au niveau des filets de l'embout orange. De telles fuites font que l'échantillon aspiré par l'appareil pour analyse est de l'air ambiant. Souvent, aucun message d'erreur n'est affiché pour cette problématique. L'appareil s'initialise et semble fonctionner normalement.
Une fois l'embout bien vissé, le paramédic doit mettre en marche le capnographe et s'assurer que le témoin vert confirmant la mise en marche adéquate est allumé. Ensuite, il est important de choisir la bonne taille de iGel. Un dispositif trop petit augmentera le risque de fuite et un dispositif trop grand risque d'entraîner des problèmes d'insertion. Lors de la lubrification du iGel, il est important de bien lubrifier son dos. Cette partie du iGel est celle qui sera le plus en contact avec les structures anatomiques du patient au moment de l'insertion. Il faut également s'assurer qu'il n'y a pas d'accumulation de lubrifiant dans son ouverture distale. Avant l'insertion, dans une logique de prévention, il faut suctionner la bouche et l'arrière-gorge du patient si de la salive ou du contenu gastrique y sont accumulés. Au moment de l'insertion, le paramédic doit s'assurer que la sonde gastrique ne dépasse pas de l'extrémité distale du canal gastrique. Si c'était le cas, la sonde gastrique pourrait pénétrer dans la trachée, causer des fuites au niveau du bourrelet souple et augmenter le risque d'aspiration et des complications qui y sont associées. Également, il faut s'assurer d'une insertion suffisante. Cessez l'insertion lorsque vous ressentez une résistance ferme. Les incisives doivent se situer sur le cale-dent, environ au niveau de la ligne d'arrêt du tube. Si les incisives ne sont pas sur le cale-dent ou éloignées de la ligne d'arrêt, il est possible que le dispositif ne soit pas en position. Il y aura certainement des fuites et le risque de causer de la distension gastrique sera accru. Suite à l'insertion, tant que l'iGel n'est pas sécurisé avec la courroie de fixation, lorsque le paramédic ventile le patient, il doit maintenir une légère pression vers le bas en tenant le dispositif supraglottique à 2 doigts. Cela permettra au bourrelet souple de faire un scellé adéquat au niveau des structures laryngées. Lors des premières ventilations, l'intervenant doit être attentif afin d'objectiver s'il y a des fuites, et ce, qu'elles soient significatives ou non. En cas de fuite, le paramédic pourra peut-être les entendre ou les sentir sur sa main qui maintient le dispositif en place si elles proviennent du bourrelet souple. Dans pareil cas, il sentira une variation de température sur sa main. En plus, il est possible qu'il voie ou entende des bulles d'air dans la bouche du patient. Il est aussi possible qu'il y ait des fuites au niveau du canal ou de la sonde gastrique. Nous verrons comment adresser ces problématiques un peu plus loin dans cette vidéo. Adressons en premier les problématiques d'insertion du iGel. Les problèmes d'insertion ont essentiellement 2 causes, un choix d'iGel de trop grande taille ou simplement une difficulté à franchir les piliers. La plupart du temps, le paramédic objectivera un problème d'insertion parce qu'il ressentira une résistance prématurée, que les incisives seront éloignées de la ligne d'arrêt, voire pas sur le cale-dent. Il pourra donc résoudre cette problématique pendant la technique d'insertion. Si la problématique n'est pas objectivée pendant l'insertion, mais pendant la validation du positionnement, une insertion inadéquate se manifestera par des fuites d'air significatives au niveau de la bouche du patient. Il est également possible qu'il y ait des fuites d'air au niveau du canal ou de la sonde gastrique. Le TAP doit être très attentif au moment de l'insertion. L'idéal est de constater la problématique à ce moment et non plus tardivement lors de la validation du positionnement du iGel. Pour résoudre ce problème, le paramédic pourra tenter une rotation de gauche à droite pendant l'insertion afin de faciliter le passage des piliers. Si cela n'est pas suffisant et ne fonctionne pas, une subluxation de la mâchoire sera faite par le partenaire. En situation de RCR, lorsque le partenaire effectue des compressions thoraciques, avant d'interrompre le massage pour procéder à une subluxation, le TAP en charge de l'intubation pourra tenter une insertion à 90 degrés avec rotation profonde. En résumé, pour résoudre une problématique d'insertion du iGel, le TAP doit d'abord tenter des rotations gauche-droite. Si nécessaire, s'ajoutera une subluxation qui facilitera davantage l'insertion. L'insertion à 90 degrés avec rotation profonde doit être également considérée. Elle doit être priorisée à la subluxation en situation de réanimation afin d'éviter l'interruption des compressions thoraciques et prodiguer une RCR de haute qualité.
Si ces pistes de solution ne fonctionnent pas, la conclusion est que l'insertion est impossible. La taille du high-gel est possiblement trop grande pour la physionomie du patient. Une nouvelle tentative pourra être tentée avec un high-gel de taille inférieure. Abordons maintenant la problématique de fuite d'air significative. Une fuite d'air significative peut avoir principalement 4 causes. Une insertion inadéquate, une poussée légère insuffisante sur le dispositif au moment des ventilations initiales, le choix d'un high-gel trop petit pour la physionomie du patient et l'intrusion de la sonde gastrique dans la trachée. Concernant l'insertion inadéquate, nous avons vu précédemment la résolution de cette problématique. Donc, lorsque le paramédic objective une fuite d'air significative, il doit en premier se questionner à savoir si cette fuite est le problème à adresser ou s'il s'agit d'un signe d'insertion problématique. Selon la situation, il appliquera la résolution de problème appropriée. Ceci étant dit, rappelons qu'il est souhaitable d'agir en amont. L'application des éléments de prévention vus précédemment sont primordiaux pour éviter les problématiques de fuite d'air. Le paramédic objectivera une fuite significative en constatant une fuite d'air importante au niveau de la bouche du patient. Il est également possible qu'il y ait une fuite d'air au niveau du canal gastrique et de la sonde du même nom. Concernant la résolution de la problématique, en premier lieu, en présence d'une fuite, lorsque le high-gel est inséré adéquatement, le paramédic doit repousser légèrement le high-gel afin de favoriser un scellé adéquat du bourrelet souple avec les structures laryngées. Si la fuite persiste, il s'agit d'un échec de la tentative d'intubation et il faudra considérer la possibilité d'une autre tentative avec un high-gel de taille supérieure. Pour conclure le sujet des fuites d'air, si une fuite significative ne doit jamais être tolérée, il est possible de poursuivre l'utilisation du high-gel en présence d'une petite fuite d'air. Le paramédic doit toutefois s'assurer hors de tout doute que les ventilations sont efficaces et de qualité, sans quoi le high-gel sera retiré. Il est intéressant de savoir qu'une légère fuite d'air à travers le canal ou la sonde gastrique peut même être un mécanisme utile de protection contre les conséquences d'une distension gastrique. Avant d'aborder les problématiques liées à l'utilisation du capnographe avec le high-gel, il est essentiel d'établir d'abord un fait. Lors de l'utilisation du dispositif supraglottique, la présence d'une courbe de TCO2 ne permet pas, à elle seule, de valider le bon positionnement du high-gel et de confirmer l'efficacité des ventilations. À titre d'exemple, une courbe pourrait s'afficher à l'écran tandis que le paramédic objective des fuites d'air significatives. Cette situation est d'autant plus probable si l'intervention se déroule auprès d'un patient hypoventilé et ayant un pouls. La présence d'une courbe de TCO2 est, la majorité du temps, une indication d'avant-plan pour valider le bon positionnement. Mais, en présence d'une fuite significative, elle ne doit pas être considérée et la tentative d'intubation doit être abandonnée. L'absence de courbe lors de la validation du positionnement du dispositif peut avoir plusieurs causes, dont une détérioration de l'état du patient hypoventilé vers l'arrêt cardio-respiratoire. Dans ces circonstances, le paramédic doit, d'abord et avant tout, vérifier le pouls carotidien et le valider avec certitude. S'il est certain que le patient a un pouls, que les problématiques d'insertion et de fuite d'air significatives ont été écartées, la source du problème est possiblement un mauvais branchement de la tubulure au capnographe ou un dysfonctionnement de l'appareil. À ce point de l'intervention, si un soulèvement du thorax adéquat est observé, le paramédic validera le bon positionnement du high-gel en auscultant aux 2 plages pulmonaires. La problématique liée au capnographe sera résolue s'il est possible de le faire sans nuire aux soins cruciaux du patient et sans créer de délai qui pourrait lui être préjudiciable. L'essentiel est de s'assurer en premier de la qualité des ventilations.
Chez le patient vivant hypoventilé, si disponible, le paramédic pourra utiliser un capnographe colorimétrique en solution de rechange. Chez le patient en ACR, lorsqu'aucune courbe n'apparaît lors de la validation, en présence d'un soulèvement du thorax qui semble adéquat, l'efficacité du iGel sera confirmée également par auscultation. Rappelons ici que la sensibilité des capnographes colorimétriques n'est pas suffisante pour être utilisée. Leur usage se limite aux patients vivants. Tentons maintenant de mettre tout cela en pratique à travers différentes mises en situation que nous allons vous proposer. Vous devrez appliquer la séquence de résolution de problèmes liée à l'utilisation du iGel. Avant de débuter, voici quelques petits rappels qui devraient vous faciliter la tâche. 3 tentatives d'intubation maximum doivent être effectuées sur les lieux. Si 3 tentatives sont effectuées, au minimum une tentative devra être effectuée par chacun des paramédics. Si un combitube est disponible, celui-ci devra être utilisé pour la 3e tentative. Chez un patient vivant hypoventilé, après l'échec d'une tentative d'intubation, il faut prendre un pouls carotidien. Entre 2 tentatives d'intubation, il doit y avoir un minimum de 2 minutes de préoxygénation ou de RCR selon les circonstances. Vous intervenez auprès d'un homme de 65 ans hypoventilé à la suite d'une détresse respiratoire. Le patient est connu MPOC. Son poids est de 215 livres, soit 97,5 kg. Vous avez donc préparé un iGel numéro 5, le orange. À la première tentative d'intubation, vous n'avez pas réussi l'insertion. La tentative a donc échoué. Vous avez pourtant fait des rotations gauche-droite, votre partenaire vous a assisté en faisant une subluxation, vous avez même tenté l'insertion avec rotation profonde. Que devez-vous faire maintenant? Vous pouvez mettre la vidéo en pause afin de réfléchir à votre réponse. À la suite d'une tentative d'intubation échouée chez le patient hypoventilé, le premier geste à poser est une prise de pouls. Une préoxygénation sera faite pendant 2 minutes avant la tentative d'intubation suivante. Pendant ce temps, le partenaire préparera un iGel de taille plus petite, soit une taille 4 qui correspond au iGel vert. Pendant la préparation, il s'assurera que la tubulure Filterline est en bon état et bien connectée. Il validera également que le capnographe est en fonction. Vous intervenez auprès d'un homme de 47 ans en ACR à la suite d'une noyade. Il s'agit d'un patient de 150 livres, soit 68 kg. Vous avez donc préparé un iGel vert. Après la 2e analyse, vous procédez à la première tentative d'intubation. Lors des 6 premières ventilations, vous avez objectivé des fuites significatives au niveau de la bouche. Le dispositif supraglottique était bien inséré et la poussée légère que vous avez exercée sur le iGel était adéquate. Malgré la fuite significative, une courbe de TCO2 à 12 mm de mercure s'est affichée à l'écran du MDSA. Que devez-vous faire maintenant? Vous pouvez mettre la vidéo en pause afin de réfléchir à votre réponse. En présence d'une fuite significative n'étant pas causée par une insertion inadéquate et qui est non corrigible par la poussée légère vers le bas, la tentative d'intubation se soldera par un échec et sera abandonnée. Pendant que son partenaire poursuit les manœuvres de RCR, le paramédic prépare un iGel de taille plus grande. Il s'assure également du bon fonctionnement de la tubulure Filterline et du bon fonctionnement du capnographe. La 2e tentative aura lieu après la prochaine analyse.
Pour conclure, la résolution de problématiques lors de l'utilisation d'un iGel se résume en 4 questions auxquelles le paramédic doit répondre afin de cerner le problème et de le résoudre dans les plus brefs délais pour assurer aux patients des ventilations de qualité. Ces 4 questions sont: l'insertion du iGel est-elle adéquate? Y a-t-il des fuites significatives? Une courbe de TCO2 est-elle présente à l'écran du MDSA? Et la qualité des ventilations est-elle adéquate? Vous constaterez à son usage que le dispositif supraglottique iGel est simple d'utilisation et performant. Malgré cela, son utilisation doit tout de même faire l'objet d'une surveillance clinique attentive et d'un monitoring rigoureux. C'est ce qui conclut cette vidéo. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à vous adresser aux personnes ressources au sein de votre entreprise. Elles se feront un plaisir de vous répondre. Demeurez à jour en vous abonnant à notre chaîne YouTube SPU Montérégie.